Ici, personne ne comprend comment quelqu'un sans histoire et d'apparence si discrète a pu en arriver au pire. Il n'y a pas beaucoup de mots pour décrire une chose pareille. Ce qui est le plus horrible pour moi, personnellement, c'est que la gamine de 6 ans, elle soit vivante et qu'elle ait tout vu. Je m'appelle Carole Rabolini. Je suis docteur en psychologie, psychologue clinicienne, expert judiciaire. Je suis désignée pour rencontrer un homme auteur d'un crime familial particulièrement violent. Il se présente au parloir avocat, c'est là où les experts examinent les prévenus. Je suis face à un homme qui ne présente pas d'antécédents judiciaires et, à ma connaissance, pas d'antécédents psychiatriques. Ne dégage rien. Il est froid, il est extrêmement froid. Les psychiatres font un fixe sur ma consommation d'alcool, mais j'ai bu après avoir tué ma femme et ma fille. Si j'avais bu avant, je n'aurais pas d'intérêt à le cacher. Je sais que cet homme a tué sa femme, son enfant, nourrisson, et violé sa fille aînée. Une fois que j'avais commencé, je ne pouvais plus m'arrêter. C'était trop tard. J'étais quelqu'un d'autre. J'étais galvanisé par cette furie. J'étais complètement déshumanisé. Salon salle à manger, il y avait des bougies sur la table de salle à manger avec un bâton d'encens qui était fini ou quasiment fini. Vu le sang qu'il y a partout, ça montre un déchaînement de violence que j'avais jamais connu. Il y a des projections de sang sur le radiateur. Il y a aussi au mur de la cuisine, il y a une forme de croix qui est dessinée avec du sang. Dans le couloir, contre un mur, il y a le dessin d'une main. Pratiquement tous les interrupteurs de la maison, il y a du sang dessus. Il y a du sang jusque dans les toilettes. Donc j'ai su qu'il y a eu un double homicide d'une rare violence, que l'individu a tenté de mettre fin à ses jours, donc on lui a notifié ses droits. Il ne parlait pas, il ne disait rien. Mais il faisait même peur, il fixait il ouvrait grand les yeux, c'était impressionnant. Et dès le début de la garde à vue, il a reconnu les faits. Alors, d'un seul coup, je me dis, il est possédé, c'est pas possible, il y a un problème, c'est pas une réaction normale.
Et en plus, il nous dit effectivement, qu'il est possédé. Il est possédé par le démon. Parce qu'il n'a pas seulement tué la mère, massacré la mère, mais le petit enfant qu'il a tué, il l'a tué de 13 coups de couteau après avoir tenté de l'étouffer. 13 coups de couteau en retournant un petit enfant de 1 an sur le dos pour lui donner encore 2 coups de couteau dans le dos. Et en prendre ensuite ce pauvre petit pour le mettre à l'étage dans sa chambre alors qu'il venait de le massacrer dans le salon. Il y a quand même un comportement qui, pour les psychiatres ou les psychologues, est un comportement désarmant et qui donne la dimension de la froideur de l'individu. En fait, quand il raconte le passage à l'acte, il insiste surtout sur l'intensité qui est la sienne, ce qui se passe à l'intérieur de lui. Il le dit, je suis galvanisé. Donc finalement, plus je commets l'impensable et l'irréparable pour le tout à chacun, plus finalement j'ai envie d'aller plus loin. On a quelqu'un qui a un récit précis, qui cherche aussi, au travers de la construction de son récit, finalement, à convaincre son interlocuteur de ce qui apparaît comme non pas la réalité, mais je pense plutôt sa propre réalité ou sa construction déformée de la réalité. Mais je vais déjà m'employer à essayer d'appréhender sa personnalité et comment cette personnalité s'est construite. Donc en général, eh bien, on débute par l'enfance. Une des premières choses qui m'a marqué, gamin, vers 10 ans, c'était la maladie de mon père, une leucémie. Je vivais ça plutôt mal, c'était pénible à observer. Surtout, j'avais conscience d'une possible issue mortelle. On va rappeler qu'il a grandi dans un environnement familial qui paraît, au moins dans un premier temps, plutôt classique. Les deux parents travaillent, sont fleuristes. Il a un frère aîné qui a 9 ans de plus que lui, qui va quitter la maison quand même assez rapidement. Donc, je pense que monsieur va se retrouver peut-être seul à la maison avec ses 2 parents, alors qu'il a une dizaine d'années, à une période de sa vie où son père souffre et sera traité pour une leucémie. Une leucémie qui va beaucoup en fait le marquer. Il va beaucoup parler notamment de sang. Il se souvient des saignements abondants de son père. Il se souvient d'hématomes qui pouvaient apparaître sur son corps au moment où il était traité. Il se souvient d'un père fragile. Il se souvient de l'avoir vu pleurant à l'hôpital ou porté ou aidé par sa mère et son frère aîné. Je pense que ce sont des images qui l'ont beaucoup marqué, mais qui l'ont aussi beaucoup angoissé. À partir de 11 ans, en 1984, des choses étranges ont commencé à se dérouler à la maison. Il y avait des portes qui claquaient, des coups dans les murs. Un beau jour, j'ai même pris une paire de claques. On a même fait venir un exorciste, un jésuite. Mon père n'y croyait pas du tout. Il était plutôt comme saint Thomas. Il a commencé à y croire le jour où il a vu au bord de son lit une femme en noir, voilée, qui lui a fait peur.
jour, j'étais seul dans la maison. J'ai entendu des pas qui montaient les escaliers. Des pas qui avançaient. Il n'y avait personne. J'étais totalement oppressé, angoissé. J'ai foncé dans la salle de bain. Je me suis enfermé à double tour. Les pas piétinaient derrière la porte. J'étais tétanisé et je priais la madone. Heureusement, personne n'a ouvert. Quand ma mère m'a retrouvé, elle m'a raconté ce qui se passait à la maison et après, j'ai été témoin d'autres faits. On a déménagé et ça a continué. Maman priait beaucoup. Ça se calmait, puis ça revenait. Elle était très croyante. Ils sont quand même plusieurs à le dire, quoi. Donc on se pose des questions, quoi. Toute la famille entend les mêmes bruits et pas au même moment, quoi. Hein. Le frère à M. Tarcy était seul, quoi. Il avait entendu ça, quoi. Et il avait entendu des grognements derrière une porte, il n'y avait personne, quoi. Mais il était tout seul à la maison, donc je sais pas. Moi, j'y crois pas, mais bon, toute la famille entend les mêmes phénomènes, alors c'est quand même bizarre, quoi. Sa mère semble avoir enrichi, voire peut-être même suggéré finalement sa croyance en l'existence de phénomènes paranormaux. Sa mère va devenir, ou serait devenue elle-même magnétiseuse. Elle aurait d'ailleurs amené son mari finalement à se soumettre aux mains d'un magnétiseur qui l'aurait miraculeusement guéri. Et là encore, finalement, l'auteur des faits n'a aucune distance. Il adhère totalement à l'idée que même d'ailleurs les professeurs qui suivaient son père tenaient sa guérison pour un miracle. Il rentre dans la préadolescence, il se décrit comme plutôt un enfant solitaire qui est dans une difficulté de relation à l'autre. Où apparemment il est quand même plutôt malmené dans son groupe de référence. Il n'a pas d'amis, il passe la majeure partie de son temps dans sa chambre. Donc il a développé un espèce de look ardos, cheveux longs, veste en cuir, à faire de la musique plutôt satanique, inquiétante. Il a fondé un groupe qui s'appelait Z, qui renvoie au personnage de Pulp Fiction, qui est quelqu'un qui pratique des relations sexuelles sadomaso dans la cave de son magasin. Au lycée, mon père me déposait devant l'école et 5 minutes après, j'étais déjà ressorti de l'autre côté où une voiture m'attendait. Je prenais des drogues avec des copains, du cannabis avant de très vite passer à l'héro en shoot. C'était une façon de fuir le giron familial qui m'étouffait. J'étais très curieux du milieu de la drogue, mais je n'étais pas dépendant. C'était plus par rapport à l'expérience que ça procure. C'était indescriptible. Le corps pèse 3 tonnes et en même temps, on se sent léger. On peut se prendre 3 baffes et ne rien sentir. J'aime l'ivresse. C'est pareil pour l'alcool. Finalement, ce qu'il recherche, et c'est ça qui est important, c'est la sensation forte. Et en ayant bien conscience que ça le dessert, que finalement, il est plutôt attiré par le mal. Cette sensation borderline, pour que ça monte rapidement à la tête, c'est un besoin, un état d'esprit. L'impression de marcher sur un fil, d'être un funambule.
Le plaisir que ça procure est très intense, mais avec une limite. Car si on tombe de l'autre côté, on aura tous les effets négatifs de la chose. D'où l'intérêt de marcher sur un fil, d'où l'harmonie. C'est un équilibre entre le bien et le mal. Il avait beaucoup de difficultés à nouer des relations sociales avec ses pairs, aussi bien avec des camarades, des garçons, et plus particulièrement avec des filles. Finalement, sa seule interlocutrice et son interlocutrice privilégiée, c'était sa mère, qui parlait aussi aux fantômes et qui jetait des sorts et tout ce genre de choses. Donc ça a, à mon avis, beaucoup altéré ses capacités de relations sociales, notamment avec les filles. J'ai eu ma première relation sexuelle à 21 ans, avec une prostituée en Espagne, où je passais mes vacances avec des potes. Ce sont eux qui m'ont entraîné. Tout s'est bien passé, rien à signaler. Puis à 22 ans, j'ai débuté une relation avec une jeune fille de 16 ans qui était très jolie, très douce, et qui était vierge au moment de notre rencontre. Donc là, on a un contraste, presque j'ai envie de dire un clivage, hein, finalement, entre l'image de la prostituée, qu'il expose dans un premier temps, et puis la deuxième, qui est celle de la Vierge. Cela peut aussi nous interroger sur une possible relation d'emprise. Finalement, il est d'autant plus aisé de contrôler quelqu'un qui est inexpérimenté, parce qu'il a la précision effectivement de dire qu'elle est inexpérimentée. Elle est pour lui inexpérimentée sur le plan justement sexuel. Ensuite, je me suis mise en couple avec une copine de ma mère, Evelyne. Je l'ai rencontrée chez ma mère, j'en suis resté bouche bée, comme si je la connaissais. Ma mère a mal supporté, c'était sa meilleure amie. C'était en 1997. J'avais 25 ans, elle 49. Je suis tombé amoureux d'elle. Tout me plaisait en elle. Les mêmes attirances pour l'ésotérisme, l'astrologie. Elle tirait les cartes, faisait les thèmes astrologiques. C'était une belle rencontre spirituelle. Au début, on se voyait en secret, puis ensuite on a assumé. Mais petit à petit, nos relations se sont détériorées à cause de son fils. Il lui parlait mal. Je l'ai remis à sa place. Puis à cette époque, je buvais beaucoup. Je me jetais sur la bouteille en rentrant et ça foutait une tension entre nous. Son fils, j'avais envie de lui exploser la gueule à chaque fois que je le voyais. La quatrième relation, c'est la relation qu'il va nouer avec la mère de sa première fille, qui est une femme de 11 ans, sa cadette, qu'il rencontre dans un foyer de jeunes travailleurs, dans lequel visiblement tous les deux vivent à cette période-là. Elle m'a bassiné pour avoir un enfant, alors finalement j'ai cédé. Les meilleurs moments ont été les 9 mois de grossesse, 9 mois d'accalmie. Enfin, ce n'est pas le mot de calme. En dehors de ça, on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde. On était dans deux mondes totalement opposés. L'ésotérisme, je ne pouvais pas partager ça avec elle. Je suis auteur-compositeur, j'avais même pas envie de lui chanter mes chansons. En plus, elle m'avait tout interdit. Je n'étais pas bien, alors j'étais obligé de boire de l'alcool au travail. C'est là que j'ai vraiment commencé à boire. Finalement, j'ai décidé de la quitter et elle a très mal réagi. Elle les avait là. Je l'ai chopé par le cou et secoué comme un prunier. Le ton montait entre elle et moi. Un jour, je donne un concert et un ami me présente Marlène et Benoît. Il me demande si un jour ça m'intéresse de jouer de la musique pendant une séance gothique. Il m'invite chez eux
me font une petite séance sadomaso. J'ai totalement adhéré à la scène. J'ai été conquis, séduit par ce que je voyais. C'est l'aspect macabre avec le côté sexuel. Ça convenait parfaitement à mon esprit de l'époque. La première fois, j'étais spectateur. 2 fois, on a eu un rapport à 3, et je suis tombé amoureux de Marlène et réciproquement. Mais elle était mariée et je me suis dissocié d'eux. Après ma séparation avec Laïla, je suis revenu vers Marlène qui a toujours été dans ma tête. C'est reparti comme en 40. Elle était divorcée, sans boulot, sans baraque. Elle m'a proposé de vivre avec, mais j'ai refusé. Je voulais garder mon indépendance. On a eu une relation de 9 mois uniquement basée sur le sexe et pas forcément sadomaso. Enfin, un peu de temps en temps. Mais on a eu une relation normale, juste très forte sexuellement, fusionnellement, charnellement parlant. Elle était moins que moi intéressée par l'ésotérisme. Je l'appelais ma petite sorcière, on avait les mêmes goûts musicaux, gothiques. Les pratiques avec Marlène étaient partagées, tantôt l'un, tantôt l'autre. On était en position de soumission ou de domination. Ce n'était pas bien méchant. Martinet, cravache, menottes, cire chaude. Jamais de blessure physique. C'était une attirance profonde, mais de là à dire d'où ça vient. Il a toujours ce besoin de nous donner des détails, qui sont des détails souvent à caractère sexuel ou à caractère morbide, qui viennent enrichir son récit, mais qui sont des détails auxquels finalement la majorité d'entre nous ne penserait pas, et peut-être même n'évoquerait pas par pudeur, par respect, par gêne. Mais lui, en fait, nous les expose de manière systématique. L'examen de sa vie sentimentale et de la gestion de sa vie sexuelle eh bien, aboutit à la conclusion qu'il a une sexualité chaotique, qu'il est là aussi en recherche de multiples expériences, toujours différentes, toujours fortes, voire toujours plus fortes. Et que même finalement l'agression sexuelle, le viol qu'il aurait subi ne peut pas non plus expliquer, enfin on ne retrouve pas concernant cet événement traumatique un syndrome de stress post-traumatique. Ce qu'il nous en fait est là aussi extrêmement particulier, pour ne pas dire dérangeant. En août 98, je sortais de mon service en pleine nuit. Il devait être quelque chose comme 2 heures du matin. Je devais traverser un parc pour retrouver ma voiture et rentrer. Ça s'est passé relativement vite, mais ça s'est passé. J'ai été menacé avec une arme sur la tempe. Ils étaient 3. Ils ont baissé mon pantalon et ils m'ont pénétré. À ce moment, je n'ai eu qu'une pensée. Détends-toi. Il explique aussi qu'il aimait la pratique de la sodomie et que finalement, eh bien, cela ne l'aurait pas affecté plus que cela. Ce qui est un propos qui est encore beaucoup plus éloigné de la clinique, enfin qui nous éloigne encore davantage de la clinique des victimes de violences sexuelles. C'était après mon viol. Avec un couteau de boucher, je m'étais ouvert les avant-bras, mais pas les veines. Il fallait que je me défoule contre quelque chose. Le pire là-dedans, c'est qu'en le faisant, ça me faisait du bien. On voit progressivement qu'on a affaire à une singularité. On a un sujet qui est très singulier, qui n'est pas atteint d'une maladie mentale,
qui est loin d'être névrosé et progressivement, finalement, on collecte au fur et à mesure des éléments qui nous amènent à affiner un diagnostic qui est celui d'une personnalité très limite, avec des éléments sadiques qui vont progressivement en fait émerger, mais qui se construisent visiblement aussi avec le temps. Je ne voulais pas d'une fille superficielle. Je souhaitais qu'elle ait le goût de la nature, de la forêt, le gothique, l'ésotérisme et bien sûr la sorcellerie. J'ai posté une annonce dans ce sens-là sur un site de rencontre. Muriel L., professeure en sciences et vie de la Terre au lycée Vauban au Luxembourg, a répondu à l'annonce. Elle avait 4 ans de moins que moi. J'ai eu un flash. On a eu un flash tous les deux. J'ai su que c'était la femme de ma vie. On était attirés l'un vers l'autre irrémédiablement. Les candidats qui s'alignent sur Internet, sur les sites de rencontre, que ce soit homme ou femme, se présentent sous le meilleur jour. Et elle n'a pas eu le temps matériel de découvrir quelle était effectivement la spécificité de l'individu. On était comme les 5 doigts de la main. Il y avait de rares disputes, pas graves. On avait des aspirations communes. C'était la rencontre d'une vie. On avait des relations sexuelles sans perversion. Cet équilibre entre nous avait chassé mes vieux démons. Cet homme-là, vous le croisez dans la rue tous les jours, dans son quartier, il avait ses enfants, je veux dire, il vivait tout à fait normalement, il travaillait normalement. Là, dans ce couple, il n'y a rien. Il n'y a pas de problème de couple, au contraire. Vous avez plutôt des éléments dans le dossier qui démontrent qu'ils sont très affectueux, très complices, très proches. Je veux dire, pour dire les choses, on a même dans les supports informatiques qui ont été exploités des images, j'ai envie de dire, sexy plus, qui me laissent justement à penser qu'ils s'entendaient bien, même sur ce plan-là. Je veux dire, les couples qui se prennent en photo ou qui se font des plans avec des photos un peu hard, en général, ce sont plutôt des couples qui s'entendent bien. Avec les enfants, il n'y a pas de difficulté particulière. Je crois que monsieur Radowski, voilà, vous l'auriez invité à boire l'apéritif sans aucune difficulté, et ça, le dossier le démontre. À cette époque, on vit dans un village, à la campagne. En 2008-2009, j'ai passé un CAP d'agent de prévention et je travaille. Le 1er mars 2010 naît notre fille Chloé, tandis que dans le cadre de l'exercice de droit de visite et d'hébergement, on accueille régulièrement ma fille aînée, Ninon. Mais fin 2009, les problèmes commencent. J'ai des problèmes de santé qui m'empêchent de travailler. Les arrêts maladie s'enchaînent, rupture des ligaments croisés du genou droit fin 2009, puis en mars et octobre 2010, intervention chirurgicale pour des hernies discales, occasionnant chacune 5 mois d'arrêt maladie. On plonge dans la galère, de grosses difficultés financières. La famille, proche, très proche, ne pouvait pas réaliser qu'il puisse être le monstre qu'ils ont découvert. Ça, c'est clair. Rien ne leur était apparu qui puisse être suspect. Sauf que, ils avaient remarqué une tendance particulièrement nette à consommer de l'alcool, à acheter de nombreuses bouteilles d'alcool, ce qu'il ne comprenait pas compte tenu de ce qu'il estimait, lui,
en s'en plaignant, être des difficultés financières quotidiennes. Il ne comprenait pas qu'il ait dépensé autant d'argent à acheter des bouteilles d'alcool. La seule solution pour nous, c'était d'emprunter de l'argent à mes beaux-parents pour s'en sortir. Je m'étais violemment disputé avec mon beau-père. Je suis quelqu'un d'assez colérique et après coup, je m'en suis voulu à mort. Quand je me suis relâché, je me suis dit qu'il y avait quelque chose en moi qui n'allait pas. Cette violence que j'ai en moi. Une énorme violence et je n'arrive pas à la contrôler. Bon, il y avait peut-être pas ponctuellement des problèmes d'argent, mais je veux dire qu'il n'en a pas et c'était pas dramatique. Ils n'avaient pas les huissiers à la porte pour leur saisir la maison. Il y avait pour lui un vrai tracas de santé, parce qu'il avait eu des problèmes physiques qui lui avaient valu la pose d'une prothèse. Je sais qu'elle avait eu un accident elle s'était pris les doigts dans le porte de la voiture. D'ailleurs, d'aucuns avaient essayé d'envisager, en fait, il l'a batté, il lui a coincé les doigts, ce qui était absolument faux. Elle s'était blessée, etc. On disait même d'ailleurs, c'était plutôt elle qui avait l'ascendant sur lui, c'était plutôt elle, le caractère, c'était plutôt elle qui avait l'air de mener la barque, c'est elle qui gagnait le plus d'argent, etc. Alors, après on s'est dit, tiens, est-ce qu'il n'a pas fait un complexe d'infériorité et que ça pourrait être le mobile? Je sais pas. Ça a commencé 2 mois avant, quand je suis allé à l'Institut de rééducation du 28 février au 15 avril 2011. J'ai été harcelé par des images macabres dans lesquelles je me voyais tuer ma femme. J'ai lutté pour les repousser, mais elle revenait sans arrêt. Je me voyais la tuer, la torturer. Ça m'excitait sexuellement. Je sentais constamment la présence d'une femme sur mon épaule gauche. C'était presque palpable. Je n'osais pas en parler. J'avais peur de passer pour un fou. C'est à partir de là que j'ai eu des flashs morbides. J'écrivais des chansons. Je nommais une personne qui s'appelait Hécate, qui était la déesse de la nuit et de la sorcellerie dans la mythologie. Rien de ce qui s'est passé le soir du 4 juin 2011 ne serait arrivé si je n'y avais pas été poussé par un élément extérieur. Je parle de cette entité démoniaque et féminine que je ressens sur mon épaule gauche. La dernière visite a eu lieu le 26 décembre. Cette présence s'est manifestée à l'automne 2010 et bien qu'elle pouvait me faire peur car je connaissais sa nature démoniaque, elle est devenue une sorte de compagne confidente qui me parlait à l'oreille gauche et qui me disait de plus penser à moi avant ma femme et mes enfants. Je me suis demandé si je débloquais, mais non, c'était persistant. Je sentais cette femme. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Je me sentais assailli, harcelé par cette sorte de harpie. Je tentais de repousser le scénario en visionnant que je brûlais mes pensées et les images. Ça se calmait, mais ça revenait. Pour moi, il n'y a pas d'autre explication que celle du paranormal. On le sent dans sa chair, c'est vibratoire. Dans les semaines qui le précèdent, il commence à dérouler une fantasmatique dans laquelle il se voit tuer sa compagne. À ce stade-là, dit-il, strictement sa compagne. Donc il se voyait en train de trancher le sein de sa compagne, en même temps en ayant un rapport sexuel avec elle en même temps, et donc c'était extrêmement présent. Donc il y avait une construction fantasmatique depuis plusieurs mois qui l'excitait sexuellement terriblement. Ça trouve sa racine dans ses croyances, ça trouve sa racine dans ses lectures, dans le gothique, dans l'ésotérique, dans les phénomènes paranormaux où il recrée, où il met en scène. C'est une mise en scène. Donc à partir du moment où c'est une mise en scène, c'est un processus conscient et volontaire qui n'échappe pas au sujet. Alors,
Ma théorie, c'est ce que moi j'avais mis en avant, c'est que, si vous voulez, c'est quelqu'un qui va un certain nombre en tout cas plusieurs mois avant son passage à l'acte, exposer à des professionnels de santé qu'il a des difficultés à gérer et qu'il a d'importantes idées noires. Et on va lui prescrire un traitement composé de Lexomil, paroxétine et zolpidem. Il y a des gens qui ont été acquittés en plus pour irresponsabilité par la justice américaine et par la justice canadienne, j'avais retrouvé la décision de justice, qui avaient commis des faits exactement identiques à ceux-ci. Des gens qui, sous traitement Lexomil, avaient tué toute leur famille. C'est arrivé aux États-Unis à 2 reprises et au Canada 1 fois. Alors soyons clairs, aucun expert a accepté de me suivre sur ce terrain-là. Évidemment. Je veux dire, ça voudrait dire sinon qu'ils remettent en cause tout leur comportement. Je crois que la France est le premier pays prescripteur de Lexomil. On sait que l'alcool, c'est un facteur de risque de passage à l'acte. La consommation de Lexomil aussi, ça peut avoir des effets paradoxaux. Donc l'association des deux peut favoriser des passages à l'acte violents, mais en aucun cas, ça ne peut générer des fantaisies sexuellement déviantes. Ça ne peut pas fabriquer, ça ne peut pas rendre quelqu'un pervers sexuellement parlant. C'est pas possible. Ou alors la moitié du peuple français est pervers et est capable de tel passage à l'acte. La connerie que j'ai faite, c'est de ne pas en parler. 3-4 fois, il m'est arrivé de prendre une arme ou des couteaux. J'avais des pulsions qui montaient et avant qu'elle n'arrive, je rangeais mes armes et j'allais voir ma femme comme si de rien n'était. Jusqu'à ce que je passe à l'acte pour de bon. Le 5 juin au soir, j'ai bu 2 ou 3 verres de pastis et un verre de vin à l'apéro. Je n'étais pas saoul. Je fumais une clope à la cave et elle donnait le biberon à la petite. C'est là que ça a commencé. Je me suis mis à trembler et je me suis senti poussé à monter. J'ai entendu une voix dans ma tête, j'étais comme galvanisé par quelque chose de fort qui me disait « Si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu ne le feras jamais. » Et j'ai foncé droit sur ma femme qui a hurlé avec Chloé dans les bras. Je lui ai fracassé la tête avec la lampe torche et je l'ai poignardé. Une fois que j'avais commencé, je ne pouvais plus m'arrêter. C'était trop tard. J'étais quelqu'un d'autre. Il a parlé de Belzébuth, il a parlé du diable, enfin, on était véritablement dans une entité démoniaque émanant des enfers qui était soit de Satan, soit de Belzébuth, soit le fils ou un envoyé de Satan. Ça a toujours été sa manière d'exprimer son passage à l'acte. Les parties civiles, quand elles ont eu connaissance de ça, quand elles l'ont entendu encore développer sa théorie, elles étaient, croyez-le bien, complètement consternées. Consternées. Doit-il se moquer de la justice au point de développer une théorie pareille? Il n'est pas sot. Il se rendait bien compte que l'ésotérisme qu'il voulait développer ressemblait en quelque sorte à une espèce de sorcellerie à laquelle personne ne croyait. Lorsqu'il parle de cette voix qui lui aurait suggéré ou intimé finalement de passer à l'acte, il ne s'agit pas d'une hallucination auditive, il s'agit alors de sa voix ou il s'agit finalement de ce qu'il a créé. C'est son champ imaginaire qui s'exprime là. C'est plus fort que moi, je ressens un amour pour ces choses-là. C'est émotionnel, ça me touche à plein de niveaux. Cette attirance pour le sombre, c'est plus fort que moi. J'adorais ma fille. Je me suis dit quand j'étais en train de l'étouffer avec sa gigoteuse, je me disais meurs vite. Je ne veux pas que tu souffres. Et c'est pour ça que j'ai pris le couteau pour qu'elle parte vite.
Ma femme, je l'avais déjà poignardée. Je l'ai déplacée, déshabillée. Je me suis assis dans le canapé en la regardant et j'ai chopé une érection et je l'ai violée. Elle a réagi. Elle m'a supplié de ne pas lui faire de mal. Je ne l'ai pas écoutée. J'étais galvanisé. Les souvenirs de la garde à vue, quand je lui avais posé la question « Combien de coups de couteau vous avez donné à votre épouse ?», il m'a répondu d'un ton sec, le mot suivant « inquantifiable ». Ça a duré quelques heures avec sa femme, vu qu'il est retourné, une fois qu'elle était décédée, il est retourné sur son corps pour profaner son corps, pour avoir des rapports sexuels. Et plus il va loin, et plus il y trouve du plaisir, donc plus il y trouve de la jouissance, et plus il y trouve, là encore, du sadisme. Donc on a, et il nous décrit, ce qu'est une pulsion sadique. Ensuite, je suis remonté dans l'état d'esprit de tuer Ninon à main nue. Et au lieu de l'étrangler, je l'ai forcé à me faire une fellation. Pourquoi j'ai fait ça? Je n'ai pas de penchant pédophile. Il a toujours ce besoin, qui est un détail très pervers, finalement, de préciser ce genre de choses. Et que la pulsion, en fait, meurtrière a cédé au profit d'une pulsion sexuelle, puisqu'à ce moment-là, en fait, il a ressenti de l'excitation et il a contrainte sa fille à des faits à caractère sexuel. C'est peut-être aussi parce qu'il est à ce point à distance de l'émotion qu'il commet ses actes avec autant de destructivité et autant de sadisme. Mais il n'a aucune expression émotionnelle et affective à l'égard de ses deux filles. Avec Ninon, je me rappelle du début, de comment je suis monté, je l'ai sollicité, et de la fin, d'être écœuré. Davy, qu'est-ce que tu fous? Je l'ai fait descendre de sa chambre, mais après, je ne m'en souviens plus. Pour moi, il est dingue, quoi. Et pour faire ça, il faut avoir un problème psychologique, c'est pas possible. Par contre, il était quand même assez intelligent sur la scène de crime. Il avait pris des photos post-mortem de son épouse, de la scène de crime. Il a quand même eu l'intelligence de les effacer avant que les enquêteurs ils arrivent sur les lieux et saisissent l'appareil photo, quoi. Donc il était quand même conscient de ce qu'il faisait. Les monstres, pour moi, n'existent pas. Des hommes commettent des actes monstrueux, abominables. On a quelqu'un qui, non pas a basculé dans la folie, mais qui finalement est allé, dont le passage à l'acte est l'aboutissement d'une personnalité qui, depuis qu'il est adolescent, ne fait que reculer les limites. Il a agi en toute connaissance de cause. C'est ça le problème. Il n'a pas agi sous l'empire d'une maladie mentale de type schizophrénie, avec des voix qui lui disaient qu'il fallait le faire. Donc il n'était pas envahi par des voix dans le cadre d'une maladie mentale. En fait, il est passé à l'acte parce qu'il avait envie de passer à l'acte. Finalement, le passage à l'acte qui lui est reproché colle parfaitement avec le profil des meurtriers sexuels sadiques, ça colle parfaitement avec les données de la littérature. Donc tout est explicable en fait par une déviance sexuelle. Tout est explicable. Après,
Est-ce qu'il croit vraiment à ce qu'il raconte ou pas? Mon idée, c'est plutôt de penser que ce sont des mensonges et qu'il n'y croit pas réellement lui-même. Moi, j'ai essayé d'emmener tout le monde à se poser des vraies questions et personne n'a voulu le faire. Pourquoi ils ne veulent pas? Parce que s'ils n'avaient pas peur de la réponse, ils seraient allés au bout de la démarche explicative. Et là, on ne l'a pas fait et on a dit, c'est un monstre qui se moque de nous et qui nous invente une histoire complètement délirante de voix qu'il entend. Ok, dites ça de Bernadette Soubirous, de Jeanne d'Arc, et puis on va voir un peu quelle réaction il va y avoir dans certains milieux. Après 4 heures de délibéré, la Cour rend son verdict. Réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Le parquet a été entièrement suivi. L'accusé s'adresse à la Cour. Je maintiens que c'est bien les voix du démon qui m'ont guidé. Se tournant vers la famille, je suis un monstre. Le père de la victime l'interrompt. Nous, on ne les reverra plus. Qu'adviendra-t-il d'une personnalité sadique après de longues années de réclusion criminelle et notamment d'une peine de sûreté de 22 ans. 38 ans à la date des faits, 60 ans au moment où il aura terminé la peine de sûreté. Je n'ai pas dit qu'il allait sortir. Pour la partie civile, ça n'est naturellement pas suffisant. La partie civile, elle, vous savez ce qu'elle souhaite? Qu'il meure en prison, que jamais il ne puisse recouvrer la liberté. Je suis un homme de 45 ans, détenu pour une très longue peine. Je recherche une correspondance avec une femme, quel que soit son milieu, son âge, sa culture. J'ai pris beaucoup de recul par rapport à ma peine, mais je souffre cruellement du manque de sensibilité féminine. J'aime écrire. Je suis poète, auteur, compositeur et interprète. J'ai en moi une grosse boule de tendresse infinie. Si vous êtes dans l'abnégation, ou simplement la tolérance, sans jugement, je vous souhaite la bienvenue. À bientôt, j'espère.